Alors là, vraiment, ce que je vais te dire, c'est en exclu pour toi. J'ai jamais dit ça de ma vie depuis toute ma notoriété. Hein. Je suis très, très, très amoureuse. Mais je pense qu'Énergie 12, c'est comme moi. C'est-à-dire? Ils sont pas traités à leur juste valeur. Quel serait le message que tu passerais à Dieu? Salut et bienvenue dans la série. Je vais me faire un petit kiff. Ici La Voix. La Voix est ravie d'accueillir la très belle Ayem. Aujourd'hui, Ayem est notre invitée. Ayem, comment vas-tu, ma chère Ayem? Bonsoir La Voix. Bonsoir, bonjour. Bonjour La Voix. C'est pas mal comme ça. Ouais, c'est pas mal comme entrée. T'as vu? Mais tu es beaucoup plus important pour moi que La Voix, bien que j'aime La Voix, parce que ça a été très important pour moi, puisque ça a été mes débuts. 2011. 2011. Le début sur TF1, Secret Story. Exactement. À travers cette émission, le grand public a fait ta connaissance. Oui. Enchanté. Et depuis, que de parcours parcourus, ma chère Ayem. Oui, alors juste avant de répondre à ce que tu viens de me dire, je veux dire que pour finir la continuité de ce que je disais, c'est que tu as été très important pour moi, parce que tu as été l'une des première personne qui m'a interviewée, avec laquelle j'étais en confiance. Moi, j'ai refusé beaucoup d'interviews dans ma vie parce que les gens ne voulaient que du fantastique, du scandale, et que tu as été un des rares, pour pas dire le seul, bien que je pourrais dire le seul, à me faire des interviews toujours bienveillantes, avec du vrai contenu, avec des vraies questions. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je fais cette interview avec toi, c'est que c'est toujours profond, sincère, bienveillant, constructif. Donc voilà. Mais oui, que de parcours parcourus, comme tu dis. Merci beaucoup. C'est très touchant et tu sais toucher parce que tu parles avec sensibilité et authenticité. On n'est pas là pour offrir un numéro de claquette, comme on dit, pour être superficiel, pour être léger. On a envie justement d'aller beaucoup plus loin. Et cette question me semble nécessaire peut-être pour apprendre à te découvrir de plus en plus. Et justement, au-delà de l'image publique, Ayem, qui es-tu vraiment? Ouais, toujours des questions très profondes avec toi. Qui je suis vraiment? Alors déjà, dans l'énoncé de ta question, j'aimerais recontextualiser certaines choses. C'est qui je suis vraiment. Le mot vraiment, ce n'est pas la question que tu me poses qui me dérange, c'est le mot vraiment. Pourquoi? Et je sais pourquoi tu me poses cette question, parce que beaucoup de gens, et surtout les médias, et ce que je peux subir sur les réseaux, se demandent qui je suis vraiment. Le mot vraiment a tendance à me déranger parce que j'ai le sentiment parfois que les gens puissent penser que je joue un rôle. Moi, je ne joue pas de rôle. Je suis moi-même depuis le début. J'ai des moments où j'ai des hauts, des bas, des moments où je suis très euphorique, des moments où je suis très en colère, des moments où tout va très bien, des moments où tout va très mal. Je suis un être humain à part entière, une femme. Et c'est pour ça que le mot vraiment a tendance à me... pas dans ta question, hein, Laurent, encore une fois, parce que ta question est très sensée et très pertinente. Je prends rien de mal. Je pose une question et tu réponds ce que tu veux répondre. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que je suis celle que je suis. Et toute celle que je suis, d'où le titre de mon livre. Absolument, que je vais vous montrer, toute celle que je suis. Donc on en parlera au fur et à mesure, quoi qu'il en soit, l'interview sera quelque peu le fil rouge, ce livre dans cette interview. Mais pour répondre à cette question, alors, Ayem, au-delà de la femme publique, qui es-tu? Oui. Comment te définis-tu? Mais je comprends. Mais je ne me définis pas. Je ne me définis pas parce que je suis plusieurs personnes, je suis plusieurs femmes. Je pense que c'est le cas de plein de femmes. Je suis une maman, je suis une épouse, je suis une sœur, je suis une fille. Je suis plusieurs femmes. Je ne me définis pas dans un cadre. Moi, j'aime pas les cases. Et j'en parle très clairement dans mon livre, et d'où le titre de mon livre, Toute celle que je suis. Je suis plusieurs femmes à la fois, comme c'est le cas de plein de femmes. Je pense qu'aujourd'hui, pour être une femme accomplie et avoir une certaine autosatisfaction, on est plusieurs femmes à la fois. Être plusieurs femmes à la fois, c'est être une mère, une épouse, pour celles qui le sont ou pas. Et pour celles qui ne le sont pas, elles ont aussi tout un
tout un éventail de personnalités. Je ne suis pas une personne, moi. Je suis plusieurs personnes. Il y a des jours où je suis de très bonne humeur, des jours où je le suis pas. Il y a des jours où j'ai envie de m'habiller de manière sexy. D'autres jours où j'ai envie de me couvrir. Il y a des jours où je suis très passionnée par ma spiritualité et ma religion. Il y a des jours où ma foi... pas ma foi, parce que ma foi est toujours là, mais où ma pratique est moins présente. Je suis plusieurs femmes. Et moi, j'aimerais qu'on comprenne qu'on ne peut pas juger une personne sous prétexte qu'elle n'est pas assidue et constante à celle qu'elle est censée être. On a le droit, et je pense qu'il faut se libérer de ça, on a le droit d'être plusieurs femmes, plusieurs personnalités, d'avoir envie de certaines choses à un moment donné, et de plus en avoir envie, et puis de finalement en avoir envie de nouveau. Et ça ne veut pas dire que nous sommes ni hypocrites ni bizarres, c'est juste que on a tous, je pense, en tant qu'être humain, et alors moi je dis Dieu parce que je suis croyante, mais pour ceux qui ne croient pas en Dieu, j'appellerais ça l'univers, ou peu importe les croyances que les personnes ont, mais on a le droit de douter, de revenir à nos croyances, de finalement redouter, et ça ne devrait pas être une forme de jugement. Je pense que le meilleur moyen d'aimer les autres, c'est déjà de s'aimer soi-même et d'être en accord avec soi-même. Et voilà, donc te répondre à qui je suis, je ne sais pas qui je suis plusieurs femmes à la fois. Mais tu as répondu et les choses sont très claires aujourd'hui, au moment où nous partageons cette interview. Ayem, est-ce que tu l'aimes, la Ayem d'aujourd'hui? C'est très paradoxal. Et moi, je suis faite de paradoxes. Je m'aime sur plein de choses et je me déteste sur plein d'autres. Alors ça tombe bien. C'est très paradoxal. Tu t'aimes. Je m'aime et je me déteste aussi. Oui, mais justement, tu aimes quoi chez la Ayem que tu aimes tant? Alors là, c'est ok. Ouais. J'aime la bonne personne que je suis. Je pense foncièrement être une bonne personne. Si on parle en termes d'humanité, d'altruisme, je pense être une femme généreuse, à l'écoute des gens que j'aime. Je pense être une bonne maman, être une bonne fille vis-à-vis de mes parents, être une bonne amie, être une bonne femme avec l'homme qui le mérite. J'ai plein de bons côtés. Et à côté de ça, il y a plein de choses que je déteste. Je déteste plein de défauts que j'ai. Lesquels? J'en ai, oh là, ce serait trop long, on n'aurait pas assez. Non, mais ça nous intéresse. Ça nous intéresse. Quels sont les défauts identifiés par Ayem? Je pense être trop impulsive. Je pense être laxiste. Je pense être. J'ai un problème de rigueur. Je suis une femme qui me lasse très vite des choses que je fais. C'est-à-dire que je vais être passionnée par. Je suis très passionnée. Et ce qui peut être une qualité d'être passionnée devient un défaut parce que je peux être très vite passionnée par quelque chose et une fois que je l'ai accompli, je m'en lasse vite parce que j'ai besoin d'aller découvrir d'autres horizons. Et du coup, je peux passer pour une femme inconstante. Inconstante parce que, on va prendre l'exemple, on va tout dire au public. On devait faire cette interview depuis combien de temps? Depuis le mois de novembre. Ok, nous sommes à quel mois? Nous sommes aujourd'hui en mars. Ok, mais tu as senti que je voulais la faire, cette interview? Depuis le départ, je l'ai senti, mais effectivement... J'ai mis du temps. Beaucoup. Voilà. J'ai beaucoup de mal quand j'aime quelque chose et tout, j'ai beaucoup de mal à aller jusqu'au bout des choses. Donc oui, ça c'est un défaut. Mais lorsque je t'allais que sur mes défauts quand même. Non, mais lorsque je te regarde, je vois aussi l'enfant. Ah. Et j'aimerais justement aujourd'hui que tu puisses conseiller la petite Ayem que tu étais lorsque tu étais donc enfant. Tu lui dirais quoi à cette petite Ayem avec ton expérience d'aujourd'hui? Alors ta question est très perspicace, mais ça va être l'inverse. C'est la petite fille que j'étais qui devrait conseiller l'adulte que je suis. Et elle lui dirait quoi à l'adulte que tu es devenue? Ouais, c'est l'inverse. Ouais. Parce que la petite fille que j'étais était très confiante, très sûre d'elle. Elle croyait en ses rêves. Elle croyait en l'amour. Elle croyait au prince charmant. Cette petite fille croyait en tout. Et l'adulte que je suis n'y croit presque plus, je pourrais dire.
il y a encore un peu de, Dieu merci, il y a encore un peu de croyance, mais je pense que c'est la petite fille que j'étais qui devrait conseiller l'adulte que je suis devenue, et non l'inverse. Et elle lui dirait quoi, l'adulte que tu es devenue, cette petite fille, cette petite Ayem? La petite Ayem dirait à l'adulte Ayem, mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne crois plus en tous tes rêves que tu as accomplis, en toutes tes croyances, en tous tes désirs, en toutes tes volontés, en tout ce que tu croyais en étant petite et que tu as réussi à accomplir? Pourquoi tu n'y crois plus aujourd'hui? Je pense qu'elle lui dirait ça. Pourquoi tu n'y crois plus aujourd'hui alors que tu y croyais quand tu étais petite fille? Et que reste-t-il de cette petite fille en toi aujourd'hui, Ayem? Que reste-t-il de petite fille en moi aujourd'hui? Je pense qu'il me reste quand même de croire toujours en l'amour de certaines personnes. J'ai la chance d'avoir des amis sincères, une famille top, malgré les hauts et les bas. J'ai la chance de travailler avec une équipe aussi. Moi, je travaille qu'avec des gens que j'aime. Je parle de mes maquilleuses, mes coiffeuses, managers. Toute mon équipe, c'est des gens que j'aime et qui croient en moi et qui, quand je doute, sont là pour moi. Ma famille, c'est pareil. Mon chéri, c'est pareil. Mais qu'est-ce qui reste de moi de petite? C'est de croire encore et malgré et envers contre tout qu'il reste quand même un peu de bons êtres humains. Moi, l'être humain, en ce moment, depuis plusieurs années, me fatigue un peu, vu tout ce qui se passe. Mais je m'efforce de croire encore qu'il reste de bons êtres humains. Tu as exploré plusieurs univers, de la télé-réalité en passant par l'animation télé jusqu'au cinéma. Absolument, le cinéma aussi, et également la chef d'entreprise que tu es. Qu'est-ce qui a orienté tes choix à chaque étape de ce parcours si diversifié? J'ai envie de te dire, pour reprendre la dernière réponse, c'est que dès que j'accomplis quelque chose, j'ai besoin d'aller découvrir de nouvelles choses. J'ai l'impression constamment de ne pas être assez accompli. En fait, quand je fais un truc et que j'y arrive et que ça fonctionne, comme ça a été le cas de l'animation, moi j'étais pas animatrice, moi j'étais autodidacte. J'étais chroniqueuse un jour, puis je me suis retrouvée à la tête d'une chaîne sur Énergie 12, qui a été un carton pendant des années. Mais dès que je finis un projet, j'ai besoin d'aller accomplir d'autres choses. Je pense que ça a été ça. Pourquoi ce besoin de vouloir toujours accomplir autre chose? On peut se contenter de ce que l'on a et très très bien le faire. C'est vrai. On peut s'arrêter là et continuer à évoluer dans ce qu'on sait bien faire. Pourquoi ce besoin, Ayem? Je sais pas, il faut que j'aille voir une psy, je crois. Justement, ça tombe bien. Je suis ton psy d'aujourd'hui. Non, je pense que j'ai ce besoin quand j'arrive, en tout cas quand je considère que ce soit les professionnels ou moi-même, on considère que ça a été bien fait et fait. C'est vrai que je peux avoir ce besoin de me renouveler. Moi, j'aime pas les cases. T'aimes pas les cases ou tu as besoin de te prouver toujours quelque chose en permanence, de te lancer un nouveau défi pour être sûr de faire en sorte que ce défi se concrétise par une réussite ou pas par ailleurs? Non, mais c'est une vraie question ce que tu me dis, Laurent. Mais là, quand tu me poses la question, j'arriverai pas forcément à le définir parce que je veux pas mentir aux gens qui vont nous regarder et à ton interview. Mais je saurais pas encore peut-être aujourd'hui le définir. Il faudrait peut-être que je fasse une espèce d'introspection sur moi-même pourquoi j'ai constamment ce besoin d'aller découvrir d'autres domaines, d'autres choses. Je pense qu'il y a une forme de lassitude. D'ennui, peut-être la peur de l'ennui, de t'ennuyer. Ouais. Non, mais j'ai cette espèce de truc quand même, là que j'arrive à définir quand tu me poses la question, où quand j'accomplis un truc, ça y est, pour moi c'est fait, allez, qu'est-ce que je peux faire d'autre que je ne sais pas faire? Moi, par exemple, on m'a parlé du cinéma. Toute ma période de carrière où j'étais animatrice télé, quand un jour j'ai eu j'allais dire le malheur, mais pour moi c'est pas un malheur, mais en tout cas l'insolence de dire je veux faire un film, je veux être actrice. Tout le monde m'a rayonné. Moi, le fait qu'on me rayonne, qu'on me dise non, ce n'est pas possible, moi je crois au tout est possible. Je crois qu'il n'y a pas de cas. Je crois que chaque personne, chaque être humain qui a envie de faire quelque chose, quel qu'il soit, je pense que ce n'est pas impossible. Et moi, je déteste les gens qui essayent de te formater, de te faire croire à leurs propres craintes, leurs propres peurs, leurs propres fausses croyances à eux et te les inculquer dans ton cerveau. C'est un truc qui m'agace. Moi, je déteste ça.
Et c'est vrai que quand j'ai commencé à parler de cinéma, une fois que j'avais fini mon émission et tout ça, et qu'on m'a rayonné en me disant, bah non, tu feras jamais de cinéma, et enfin, tu étais animatrice de télé-réalité sur Énergie 12, je pouvais pas entendre ce discours. Donc, la chose que j'ai faite, en revanche, c'est que pour ne pas donner plus de bagages et d'arguments à ces gens, j'ai été m'inscrire dans une école d'acteurs, chez Hélène Zidi, qui est celle qui a une vraie référence, une vraie référence. Ouais. Mais c'était un danger pour moi. J'arrivais dans une école où il y avait des gens qui me connaissaient. Il fallait que je me remette à nu, que je monte sur un pupitre en disant bonjour, je m'appelle Ayem Nour, je suis inscrite à l'école au laboratoire de l'acteur. Et je me remettais en danger, sachant que j'avais déjà une notoriété. Imagine le bazar. Bien que j'arrive, tous les élèves me connaissent parce qu'ils m'ont vu à la télé. Mais moi, je me remets à nu, je me refais une remise en danger. Mais pourquoi? Parce que ce qui retentit dans ma tête à ce moment-là, c'est tu ne pourras pas être actrice. Tu viens d'un milieu futile et superficiel. Tu n'as pas les bagages pour. Alors moi, je me dis à ce moment-là, je n'ai pas les bagages pour. Très bien, je vais me donner les moyens. Je fais 2 ans à l'école, au laboratoire de l'acteur, avec cette grande dame qui est Hélène Zidi, qui est la famille de Claude Zidi. Absolument, qui est une référence dans le domaine de... On est bien d'accord. Qui m'accepte dans l'école, qui n'accepte pas tout le monde, qui me fait faire passer des castings. Il n'y a aucun piston à ce moment-là. Elle est très claire avec moi à ce moment-là. Elle me dit, mais... Tu n'es pas Ayem, celle que l'on connaît. Elle veut rien savoir. Absolument. Elle veut rien savoir. Casting, tu ne rentres pas dans mon école comme ça. Moi, remise en danger. Et tu sais, pour moi, à ce moment-là, quand je rentre parce que c'est dans une pièce de théâtre, et que tous les élèves me connaissent. Ça y est. Tu sais ce que c'est pour moi à ce moment-là de monter et de me remettre à nu et de devoir faire des scènes où ils ont déjà des préjugés sur moi. Oui, mais ça, tu aimes bien parce que justement, tu as un caractère suffisamment fort pour leur prouver que justement, tu vas les surprendre. Parce que ça fait partie de ton ADN. Oui, tu as raison. Mais c'est dur quand même. Tu as raison, mais c'est dur quand même. C'est dur à ce moment-là parce que j'ai l'impression de tout recommencer 10 ans après, quoi. Tu vois? Pour moi, il n'y a pas de pas possible. Il y a ce que j'ai envie de faire, ce avec quoi je suis en accord. Et personne, aucun être humain sur cette terre ne pourra me faire croire que ce qui me fait du bien et que ce que je souhaite n'est pas possible. Moi, pour moi, toutes les relations, quelles qu'elles soient amicales, professionnelles, amoureuses, ne doivent pas me faire du mal et me créer des doutes. Toutes mes relations que j'ai la chance de pouvoir choisir, on choisit pas sa famille, mais on choisit quand même son entourage, qu'il soit professionnel ou amoureux. Et quand bien même familial, on peut aussi décider de couper les ponts avec des gens de la famille qui soient toxiques, ce qui n'est pas mon cas, Dieu merci. J'ai une maman formidable, une sœur formidable, un enfant formidable et un papa formidable. Mais je pense qu'on a aujourd'hui la possibilité de choisir. Et ce que je voudrais juste expliquer, c'est pour ça que ça m'a valu beaucoup d'histoire et de réputation et de rumeurs, c'est que moi, j'ai toujours voulu être celle que j'étais, en assumant les choses, et tu le sais, en refusant des interviews, en refusant de travailler avec certaines personnes. J'avais besoin d'être en accord avec moi-même. Moi, aujourd'hui, quelles que soient mes relations, et je le répète, professionnelles, amicales, amoureuses, je veux choisir et je veux que ce soit que des relations qui me fassent du bien. Et même dans les moments où je vais mal, qu'elles me fassent du bien. Dès lors où une relation me fait du mal, quelle qu'elle soit, c'est que je suis pas à la bonne place et que je suis pas au bon endroit. Et peut-être que ça peut venir de moi, hein. Je n'ai pas la prétention de dire que moi je fasse tout bien. Moi j'ai plein de défauts et comme on l'a dit tout à l'heure, je peux être impulsive. Mais soit moi je ne suis pas à la bonne place, soit la personne qui me côtoie n'est pas à la bonne place. Mais normalement les relations, on doit être là pour se faire du bien. Dès lors où on se fait pas du bien, c'est qu'il faut que chacun reprenne sa route. Ayem, je vais te proposer une expérience unique. Je te laisse parler. Je ne coupe rien. Parlé, là. Vous allez tout découvrir dans les moindres détails, même si parfois on n'est pas parfait. Nous, quoi qu'il en soit, la perfection n'existe pas. On est dans l'authenticité. Je te
j'allais dire, je te montre le miroir de la série, le très beau miroir de la série que tu peux tenir si tu veux. Que vois-tu dans ce miroir? Alors déjà, je vois un maquillage parfait grâce à ma make-up artiste, Sabrina. Sabrina, qui nous a maquillés avec talent. Et j'aime dire d'ailleurs que les maquilleuses, comme les maquilleurs, sont importants parce que on est des tableaux pour eux. Et parfois, vrai. ils nous rendent jolis. Non, Sabrina a fait un beau travail là, parce que ce matin, j'étais pas comme ça. Tu te trouves jolie. Tu te trouves jolie dans ce miroir? Moi, je regarde en même temps. Ouais. Ouais, là, honnêtement, et c'est rare que je le dise, là, je me trouvais un peu mignonne. Ouais, un peu parce que, alors, on parle que du physique ou on parle de la profondeur? Pour l'instant, tu exprimes le physique, donc si tu as terminé sur le physique, on peut parler alors là, de la profondeur et on va aller justement voir au-delà du miroir. Ok. Alors là, physiquement parlant, pour être très honnête et très transparente, j'aime pas être trop maquillée, mais en même temps, j'ai besoin d'un peu de maquillage parce que j'ai vieilli et que voilà. Là, je me trouve mignonne, ça va, je me trouve pas trop dégueu. Je lui ai confié aussi le make-up de ma dernière émission. Donc là, physiquement parlant, j'ai envie de te dire. Joli. Ouais, ça va. Mais franchement, tu nous dis quelque chose d'intéressant. C'est pour ça que je me permets de te couper. Tu parles de vieillir. Ouais. As-tu peur, Ayem, de vieillir? Alors, c'est une très bonne question. Alors moi, là-bas, j'ai pas peur de vieillir. J'ai peur de vieillir avec un homme qui ne m'aime pas assez pour accepter mon vieillissement. C'est différent. Et c'est encore bizarre, je sais. Je toujours attrait la personne qui partage ma vie. Si je vieillis à ses côtés et qu'elle m'aime toujours de la même manière, je pense que je vais bien vieillir mon vieillissement. Moi, j'ai peur de vieillir avec un homme qui. Moi, j'ai besoin d'un homme qui soit à mes côtés, qui je pense et je l'espère avoir trouvé. Mais si toutefois ce n'est pas le cas, et je l'espère pas. Mais je pense que tu te sens belle dans le regard de ton mari. Même quand tu vieillis. Et si tu n'as pas ça, bah oui, on a peur de vieillir, on a peur de plus plaire à l'homme qu'on aime, que le regard change, qu'il ait envie et besoin peut-être d'aller voir des femmes plus jeunes. Bien sûr que ça fait peur de vieillir, surtout quand t'as été sollicité, parce que c'est une réalité, il faut le dire, sollicité pour ton physique, parce que moi à la base, il savait pas que j'avais 2-3 neurones qui fonctionnaient. Il pensait que j'étais juste un peu mignonne. Mais aujourd'hui, je pense que les hommes, même quand ils ont une femme qui s'apprête pour leur plaire, je parle pas s'apprêter pour aller dehors et tout ça, je m'en fiche, hein. Mais en tout cas, qui s'apprête, que tu rentres, que ta femme soit un peu apprêtée, que tu te retrouves pas tous les jours, bien que ça peut arriver d'être en pyjama, parce qu'on parfois, oui, on est en pyjama, excusez-nous les gars. Mais on peut être très joli en pyjama. Voilà. Mais oui, non, mais dans le regard de son homme. Oui, mais on est comme on est. Mais certains hommes, pas eux, je vais pas faire une généralité, certains hommes peuvent se dire, ah, ma femme se néglige parce qu'elle est en pyjama. Bon, bref, passons, je vais pas rentrer là-dedans parce que je vais me faire allumer, mais j'assume. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que même en étant apprêté, en travaillant, en s'occupant des enfants, en aidant notre mari, et ben, même comme ça, parfois, ça va pas. Ça va pas et tu retrouves qu'il t'a trompé, qu'il parle avec des nanas sur Insta, qu'il regarde d'autres trucs, ça va jamais. Ce genre de situation, pardon, Ayem, parce que c'est intéressant, parce que beaucoup de femmes peuvent s'identifier à travers ce que tu dis. Elles vont beaucoup à s'identifier, je pense. Tu as déjà vécu ce genre de situation? Mais je n'ai vécu que ça. Des gars qui te trompaient, des gars qui... Mais moi, je pose des questions simples. Moi, oui. J'ai passé ma vie à être trompée, moi. Toi, tu dis que tu as été beaucoup trompée, pourquoi? Ah, moi, j'ai été, presque tout le temps trompée, mais les hommes que j'ai côtoyés, en tout cas de manière sérieuse et officielle, je pense qu'ils ont un espèce de sentiment d'insécurité avec moi parce qu'ils ne sont, eux, pas à la hauteur. Un homme qui est confiant et qui est à la hauteur, normalement, il n'a pas besoin de me tromper et de me trahir. Parce que je saurais être à ma place, lui à sa place, tout le monde est à sa place, on a un couple uni, il ne devrait pas y avoir de raison de se tromper ou de se trahir. Je pense que la plupart, pour ne pas dire tous, mais la plupart des hommes avec qui j'ai pu avoir une vraie histoire, je pense qu'ils avaient un sentiment d'insécurité et de manque de confiance et qu'ils attaquaient avant même d'être attaqués. Parce qu'ils se disaient, elle va pas rester avec moi, c'est un personnage public, elle est beaucoup sollicitée, ça leur faisait peur. Moi, je travaillais beaucoup, tu le sais. J'étais indépendante, financièrement. Et bien indépendante. J'étais à l'aise, je suis plutôt à l'aise dans mes pompes et j'assume mes propos. Je pense que ça a fait peur à certaines personnes, mais
Je pense pas que ce soit justifié de trahir les gens sous prétexte que c'est terrible, toi, tu as peur. C'est terrible d'être trompé. Le jour où tu apprends, où tu découvres que t'es trompé, c'est un véritable coup de poignard. Comment tu l'as vécu, ce coup de poignard? Ou comment tu les as vécus, ces tromperies, Ayem? Non, c'est très bizarre ce que je vais te dire. Dis-moi. Je vais dire un truc qui va pas plaire à mon père, mais je vais dire la vérité. Je m'y attendais. Je m'y attendais et je pense que je me suis formatée avec le fait que les hommes étaient infidèles de manière générale. Tu avais un exemple concret. Donc je pense que j'ai été formatée avec ça en me disant les hommes, de manière générale, sont infidèles. Bon, il s'avère que je me suis pas trop trompée. Bien qu'il y avait certainement des personnes qui ne l'étaient pas, parce que les personnes que j'ai fréquentées n'étaient pas tous infidèles, mais je pense quand même jusqu'à aujourd'hui que de manière générale, je veux pas t'accabler, Laurent, je ne sais pas, je ne me permettrai pas, mais de manière générale, les hommes ont un rapport avec leur sexualité et leur amour qui est dissocié, qui sont deux choses distinctes. C'est-à-dire que les garçons pensent plus avec... J'ai le sentiment que les hommes ont une espèce de dichotomie entre leur sexualité et leur cœur. C'est-à-dire qu'ils sont très capables d'avoir des rapports charnels avec une femme sans pour autant que ça remette en question l'amour qu'ils portent à leur femme. C'est vrai. Sauf que ce qu'il faut... C'est vrai. Oui, sauf qu'il faut comprendre que nous, en tant que femmes, ça nous arrange pas du tout cette histoire. C'est-à-dire que ça nous blesse. Nous, on n'a pas du tout envie de savoir que, oui, ok, vous avez juste passé une nuit avec une femme, mais que ça ne remet pas en question l'amour que vous nous portez. Nous, ça nous blesse quand même. Quand même, on peut concevoir que ça te blesse. Quand on est trompé, qu'on soit une femme ou un homme, c'est terrible. Mais c'est vrai que les hommes ont plus de facilité, peut-être, quelques femmes aussi peut-être, mais les hommes ont peut-être plus de facilité à aller voir à droite, à aller voir à gauche, tout en continuant à t'aimer profondément. Oui, non, mais je suis ravie qu'il continue de m'aimer profondément. Mais par contre, moi j'ai besoin de ce truc d'exclusivité, de son corps et mon corps, on s'appartient. Et cette dichotomie qu'un homme peut avoir à pouvoir donner son corps à une autre sans que ça ne porte préjudice à ses sentiments, moi me dérange personnellement. Ayem, c'est intéressant, tu parles des autres. Tu te parles des autres, tu parles des hommes. Mais pour un homme, est-ce que c'est facile d'aimer Ayem? Non, certainement pas, je sais pas. Moi, je pense que... Certainement pas, c'est-à-dire, on va continuer. Continue à nous expliquer, certainement pas. Quelles sont les exigences de Ayem, pour l'aimer, voilà, au-delà de la fidélité, comment fait-on une équipe avec Ayem, c'en est un homme, et qu'on a décidé de ne pas la tromper? Comment on peut aimer Ayem? Quand t'as décidé de pas la tromper, c'est drôle, ça. Moi, je pense que un homme qui pourrait tout mettre en œuvre pour bien m'aimer devrait faire comme tu as fait tout ce travail que tu fais avec moi depuis des années. Il devrait aller chercher en profondeur et non en surface. Et c'est ce que tu as toujours fait comme travail depuis des années. C'est-à-dire il y a plein de médias qui me contactent pour faire des interviews et Dieu seul sait que je suis bien... Tu refuses. Voilà. Très souvent. Pour ne pas dire tout le temps. Tout le temps. Mais toi, tu as cherché en profondeur. Tu as cherché à me poser des questions en profondeur. Je pense qu'un homme avec moi, là on parle de professionnalisme, oui, mais en termes de vie privée, je pense qu'un homme devrait faire la même chose. Il devrait chercher en profondeur et non ce que je représente et le paraître. Je pense qu'il devrait chercher à comprendre quelles sont mes blessures, quelles sont mes fêlures, quels sont mes doutes, quelles sont mes craintes, quelles sont mes peurs. Et je pense qu'une fois que tu as compris tout ça, tu abordes la Ayem Nour publique d'une autre manière et du coup tu maîtrises forcément les choses parce que la Ayem Nour publique n'est pas celle en privé. En privé, je suis moins... Bon, j'ai dit beaucoup plus et j'ai pas dit d'adjectif et beaucoup moins, mais on sait qu'on fait. Alors, c'est une façon de répondre. Vous interprétez les choses comme vous voulez. Beaucoup plus. Donc, en off, je suis beaucoup plus douce et en apparence, publiquement, je peux être beaucoup plus offensive parce que j'ai besoin de me protéger. Donc forcément. Mais je pense qu'un homme qui m'aborderait en comprenant ce qu'il y a en profondeur, en comprenant le pourquoi du comment, je pense que ça peut être rapidement fluide comme ça l'a été avec toi. Au début, j'étais pas commode. Non. J'étais fermée au début. Oui, tu es une personnalité compliquée à interviewer de moins en moins
et je vais rebondir, mais je suis ravi de ce que tu viens de dire, parce que j'écoute tout ce que tu dis, et vous écoutez tout, hein. Ce que Ayem vous dit aussi. Elle nous parle de blessures, donc de failles. Quelles sont tes blessures? Quelles sont tes failles? Réponse. Quelles sont mes blessures, quelles sont mes failles? J'en ai plein, mais quelques-unes. On va pas être trop intrusif, on va pas trop développer, mais j'en veux quelques-unes. Failles, blessures. Voire même peut-être névrose. Il a toujours le mot qui... blessure, je pense que j'ai certaines blessures dues à un schéma familial m'a fait me construire de manière un peu bancale, bien que j'ai eu des parents très aimants envers moi. Mais une maman trompée. Voilà, j'allais dire peut-être pas assez aimants entre eux. Bien que j'avais un papa qui s'occupait très bien de moi, mais leur séparation m'a créé un sentiment d'abandon. Donc on va y venir. Elle a été compliquée, cette séparation? Ah oui, moi, mes parents, quand ils se séparent, je suis dévastée à ce moment-là. Donc, tu as subi aussi leurs disputes? Ah oui. Les moments où ils se disputent et les moments où ils se séparent, je suis dévastée. Tu avais quel âge? Préadolescence et la séparation en pleine adolescence. Donc, vraiment. Très compliqué, période très compliquée. Il faut pas. J'ai un papa qui est brillant, qui m'a inculqué plein de choses, qui m'a inculqué la liberté, qui m'a inculqué le plaisir de la lecture, qui était très branché sur mes études, tout ça, et qui me laissait beaucoup devenir une femme libre. Et j'avais une maman qui était très conservatrice, qui m'a inculqué aussi ma culture, ma religion, tout ce que j'aime et toutes celles que je suis, encore une fois, qui font ces deux femmes que je suis. C'est-à-dire que je pouvais autant être avec une maman avec qui je passais un bon ramadan et qui m'apprenait à faire un plat, et à côté être avec un papa le week-end qui me laissait sortir avec mes copines et me maquiller, alors que ma mère refusait que je me maquille parce que j'étais trop jeune. Donc, j'ai vraiment eu un peu, j'allais dire le cul entre deux chaises, mais le cul entre deux belles éducations. Et puis le papa avait certainement quelque chose à prouver à sa fille. Le papa voulait être particulièrement gentil avec sa fille pour que justement, s'il y a une compétition entre la maman, le papa est toujours là et peut-être plus gentil que la maman. C'est comme ça que ça se passe bien souvent. Je comprends ce que tu dis. Surtout quand on est adolescente et que les centres d'intérêt d'une adolescente, bien souvent, c'est quand même pas la famille. Alors, je comprends ce que tu dis et je peux l'entendre et ça aurait pu être ça. Mais mon père a toujours été comme ça et il l'assumait aussi devant ma mère. Mais je comprends ce que tu dis. Mais mon père est quelqu'un de très ouvert, de très libre et qui m'a toujours inculqué ça et il l'assumait devant ma mère. C'était pas que pour me plaire. Il a toujours été comme ça. D'où, tu sais, il y a un message que j'ai adoré de mon père un jour, il y a pas longtemps d'ailleurs, mais je crois que c'est je crois que c'est à la fin de mon livre. Ah, faut que je te lise ça. Absolument. Donc ça, c'est la fin Bon, je vais juste te lire le passage de mon père. Mon téléphone vient de sonner, une notification apparaît sur mon écran, un message de mon père. Depuis quelques jours, j'attends un retour de sa part. Mon intimité s'entremêle parfois à celle de mes proches et je ne veux froisser personne. Je veux être transparente. Parce qu'en fait, quand j'écris mon livre, je parle, là comme dans notre interview, je parle de mon papa. Il s'agit quand même de sa vie privée. Donc je me devais, comme là je le fais, mais là je me permets de le faire parce que ce sont des propos que j'ai déjà tenus dans mon livre avec lesquels il est en accord. C'est pour ça que je me permets de le faire. Je lui pose la question. Papa, tu sais, je vais raconter mon histoire, une partie de mon histoire dans le livre, et j'ai besoin d'avoir ton accord parce que je ne voudrais pas raconter des choses de la vie privée qui te concernent sans que tu sois au préalable en accord avec ça. Donc, je lui écris. Il est le dernier dont j'attends la validation des passages le concernant. J'hésite et finis par appuyer sur la bannière. Ces mots s'affichent sous mes yeux remplis de tendresse pour lui. Je ne suis pas du... Donc, mon père me répond. Je ne suis pas du genre à falsifier le moindre chapitre de ma vie. Et j'assume mes dérapages. Contrôlés. Souvenir. Sur ce plan, ma vie n'a pas été un long fleuve tranquille. J'ai été infidèle à mes épouses, par fidélité à ma philosophie d'épicurien. Quelle insolence, mais c'est brillant. Le pire, donc... C'est un homme. Non, mais c'est pas ça, c'est que mon père, même dans ses infidélités, dans la manière dont il explique, je trouve ça brillant, mais c'est pas bien. Non, mais c'est pas bien. Pardon, maman, mais... C'est bien de le reconnaître. Mais je voudrais juste qu'on se reconcentre sur cette phrase.
Je ne suis pas du genre à falsifier le moindre chapitre de ma vie et j'assume mes dérapages contrôlés. Souvenir. Sur ce plan, ma vie n'a pas été un long fleuve tranquille. J'ai été infidèle à mes épouses par fidélité à ma philosophie d'épicurien. Et là, j'écris, j'ai toujours admiré mon père, son savoir, son élégance à reconnaître ce qui a été, son intelligence du cœur. Il est de ces hommes qui ne renient pas leurs torts, mais qui les endossent haut et fort. Je suis émue aux larmes, j'en tremble, j'ai peur. En clôturant ce projet, je vais définitivement tourner une page de ma vie. Ma façon à moi de dire adieu à celle que je n'accepterai plus d'être, d'assumer toutes celles que j'ai été et suis encore. Bon, voilà, après, ton papa était fidèle à ses infidélités. Fidèle à son mode de vie épicurien, mais il le dit, il l'assume. Qu'est-ce que tu veux dire à ça, quelqu'un qui assume? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Après, comme je disais à ma maman, c'était à elle, si elle ne voulait plus, de ne pas accepter, mais après, je lui en veux. Elle était amoureuse. Ouais. Que veux-tu? Bah, justement, je voudrais tes névroses. Quelles sont les névroses d'Ayem? On est tous un peu névrosés, hein, donc soyez rassurés. Bien sûr. Non, mais Alors, ce sont lesquelles? J'en ai plein, je crois. Oui. Bon, déjà, j'ai un problème d'hypersensibilité. Tu es hypersensible? Bon, ça, on le sait. Oui. Où tout est décuplé. C'est-à-dire qu'un petit truc, je vais le rendre un truc de fou. Un petit conflit dans ma vie privée, je vais le rendre un truc de fou. L'hypersensibilité, je note. Susceptible. Compliqué, hein? Ouais, très susceptible. Je peux prendre tout mal, un simple truc, on va me dire, Ayem, arrête de faire ça, c'est pas bien. Par exemple, Ayem, tu fumes trop, Ayem, tu fais ça trop. Je vais le prendre mal alors que c'est pour mon bien. Mm-hmm. Ça peut vite m'énerver parce que j'ai l'impression qu'on me juge, qu'on veut m'éduquer. Je peux être vite névrosée sur ça. Je déteste qu'on vienne intervertir dans l'éducation de mon fils. Ça, c'est une névrose aussi. Je suis névrosée aussi sur l'injustice. Je peux être vite révoltée par des situations. Je peux devenir un peu violente. C'est pas étonnant. Moi, si tu me manques de respect ou que tu manques de respect à quelqu'un que j'aime, c'est pas je castagne, non, je castagne pas, mais je peux vite devenir virulente. Je peux vite lever la voix et m'énerver. Les mots peuvent être très violents et faire très mal. Ouais, mais quand t'es face à des gens qui se comportent mal, moi, le truc de ma névrose, c'est que je m'adapte en fonction de mon interlocuteur. C'est-à-dire quelqu'un qui me respecte, je vais être très respectueuse. Quelqu'un qui me prend de haut, je vais le prendre de haut. Quelqu'un qui m'agresse, je vais l'agresser. Mais en fait, moi, c'est décuplé. C'est-à-dire que si tu es gentil avec moi, je vais être très gentil avec toi. Si tu es méchant, je vais être très méchante. Si tu es agressif, je vais être très agressif. C'est décuplé. Donc ça, c'est une forme de névrose parce que c'est décuplé. Non, moi, je suis très passionnée et passionnelle et je suis très excessive et j'en parle dans mon livre aussi. C'est-à-dire que moi, toutes les addictions que j'ai pu avoir, par exemple, et j'en parle dans mon livre, voilà. C'est très tranché. Ah, moi, c'est tout ou rien. C'est ça. Moi, je suis capable de ne pas fumer, de ne pas sortir, de ne pas avoir envie de boire une coupe de champagne. Je suis capable de le faire pendant des mois et des semaines. Par contre, si j'ai envie de le faire, ça va être excessif. Mais j'ai des périodes. Je suis capable de pas parler à une personne pendant des années, alors que je l'aime d'amour. C'est aussi dû beaucoup à ton hypersensibilité. Exactement. Ouais. Ça, c'est pas faux. Mais ça, je peux pas te dire plus que tout ça. Si tu pouvais revivre une seule expérience marquante dans ton parcours, laquelle serait-ce, Ayem ? La plus grosse expérience de ma vie, c'est l'arrivée de mon fils, sans aucun doute, quelle qu'elle soit. Et d'ailleurs même professionnelle, puisque j'ai arrêté de travailler aussi quand il est arrivé. Donc non, c'est mon fils, indéniablement l'arrivée de mon fils. Et c'est pas pour faire la maman bateau, oui, mon fils. Ça a été une vraie expérience de vie pour moi. D'être responsable d'un autre être humain, que déjà d'être responsable de soi-même, c'est waouh, c'est très compliqué. Mais d'être responsable d'un autre être humain, où tu as encore plus peur que pour toi-même, ça a été fou et c'est encore fou jusqu'à maintenant. C'est fou pour moi. Et lorsqu'on a un métier public, effectivement, on est très égocentré. Et lorsqu'on devient maman, on peut plus l'être. Ou du moins pas autant, puisque effectivement, tu n'es plus seule. Et ta priorité, c'est peut-être plus toi. C'est même certainement plus toi. C'est effectivement ton enfant. Je comprends ce que tu me dis, Laurent, mais je pense pas que ce soit général. Hier, je regardais une interview de Alexia Laroche-Joubert, que j'aime beaucoup, de qui je suis plus ou moins proche, qui disait qu'elle avait délégué. Hier, je suis tombée sur cette interview où elle expliquait qu'elle avait délégué l'éducation de ses enfants avec des nounous.
parce que son quotidien professionnel lui prenait énormément de temps. Elle était tellement prise par le travail qu'elle a délégué. Comme beaucoup de femmes. Comme beaucoup de femmes. Moi, j'avais pas envie de déléguer à ce moment-là. J'ai commencé à le faire au début et tu sais, il y a un jour où j'étais en plateau et j'ai mon assistante personnelle et ma nounou qui m'appellent en me disant « Oh, Ivy vient de faire ses premiers pas !» Et là, je venais de couper, j'étais à la pub. Et là, je me dis, waouh. Donc, en fait, pour être à la télé, pour travailler, je viens de rater les premiers pas de mon fils, chose que je ne pourrais jamais revivre. Parce que la télé, ça va, ça vient. Les médias, ça va, ça vient. La notoriété, tout ça, le travail, ça va, ça. Mais les premiers pas de mon fils, je pourrais jamais les revivre. Et je me dis, waouh, je suis en train de louper ça. T'as eu un déclic? Ouais, ça m'a fait un déclic et je me suis dit non. C'est l'une des raisons pour laquelle on t'a moins vu, que tu étais moins exposée. Ah oui, c'est mon fils, complètement. C'est vrai que moi, et c'est un choix qu'Alexia a fait, que moi j'ai fait, Alexia a décidé de continuer sur sa carrière. Moi, à ce moment-là, ça m'a fait quelque chose et j'avais besoin de couper et d'aller vivre les moments avec mon fils. Et justement, quand on parle de ton fils, comment tu parles de ton fils de la IM médiatique? Comment tu lui expliques les choses, même si effectivement il est encore petit, mais maintenant il en a largement de comprendre? Il te pose des questions, il est un peu surpris que sa maman la reconnaisse ou... Malgré moi, le petit, il fait partie d'une génération et d'une période et d'une époque où... Sur les réseaux sociaux, j'allais dire, absolument. Il peut voir sa maman sur les réseaux sociaux. Donc ça a été malgré moi. Bien que je lui laisse pas le téléphone tout le temps, mais parfois il regarde des petites vidéos sur YouTube parce qu'il est passionné de foot, qui regarde des vidéos sur YouTube et malheureusement pour moi on lui propose des vidéos dans l'algorithme où il tombe sur des vidéos de moi ou de gens qui parlent de moi. Ça c'est moins chouette. Et tu lui expliques? Alors, soit j'essaye de lui dire de pas regarder, soit s'il a regardé je lui explique. J'ai une communication avec mon fils qui est très transparente. Je lui explique tout quand il me pose des questions. Voilà, je suis obligée de composer avec son époque, la société dans laquelle on vit, la période et puis la notoriété que j'ai. Mais c'est pas toujours très très agréable. J'aurais aimé qu'il lise que des livres et qu'il regarde pas tout ça, mais il faut qu'il vive avec son temps et je vais essayer de m'en accommoder. Surtout qu'il va grandir et qu'il va découvrir encore plus de choses. Ouais, ça va. Tu sais, hein, Laurent, j'assume tout ce que... Oui, mais il n'a pas le même regard sur toi que les gens peuvent avoir sur toi. C'est vrai. Et donc, ça peut être aussi parfois un petit peu compliqué. Donc, d'où l'importance de dialoguer et d'expliquer. Mais de dialoguer, mais surtout, il connaît sa maman. Donc, je sais qu'il arrivera à faire la différence entre ce que les gens peuvent dire et qui est sa maman. Parce que lui, il est avec moi au quotidien, il sait qui je suis. Et je pense que comme tous les gens de mon entourage, c'est comme si toi, demain, qui me connais, si on vient te dire quelque chose, tu seras apte à leur dire non. Là, ce que tu me racontes sur IM, je n'y crois pas une seule seconde. Je pense que mon fils aura ce bon discernement et cette intelligence de savoir qui est sa maman et de dire peu importe ce qu'on dit sur ma maman, ça, je sais que ce n'est pas vrai. Je pense qu'il aura cette intelligence. Ce qui m'intéresse, pour continuer à parler quelque peu de ton petit, j'aimerais justement connaître l'héritage moral que tu souhaites lui laisser, les valeurs que tu souhaites lui partager. L'héritage que je veux lui laisser, c'est d'être qui il a envie d'être. L'héritage que je veux lui laisser, c'est la foi. Dieu. C'est très important. La religion revient beaucoup dans cet entretien. Très important pour toi, IM. Très important. Et c'est quelque chose, quoi qu'il en soit, de très personnel et très respectable. Voilà. Mais personnel. En priorité. Donc, pour reprendre ta question, si je devais lui laisser un héritage, c'est sa foi. Dieu. Ce sera son meilleur refuge. Même avant moi, ce sera son meilleur refuge. Dieu. D'être celui qu'il a envie d'être. D'avoir confiance en lui et de s'aimer. L'estime de soi. Très important, parce que pour aimer les autres, il faut s'aimer soi-même. Et tu as mis du temps pour t'aimer, t'accepter tel que tu étais. Exactement. L'altruisme, la générosité. Tu sais ô combien c'est important pour moi de prendre soin des autres, parce que je trouve que quand tu es dans le partage, de prendre soin des autres, tu peux que avoir un retour. Tu sais le bien que tu fais, ne serait-ce qu'un sourire. Je parle pas de finance, je parle pas de matériel, ne serait-ce qu'un sourire à quelqu'un. Si c'est pas cette personne-là qui te le rend, quelqu'un d'autre te le rendra. Voilà, si je pouvais lui laisser un héritage, ce serait ça.
Tu nous parles du plaisir que tu as eu à devenir maman, ou à naître maman, parce qu'on est maman. Complètement. C'est génial. Ayem, as-tu un désir de nouveau d'être maman? Sans les kilos? Si c'est sans les kilos... Non, mais moi, ça... Oui ou non, on peut ne plus avoir ce désir d'être maman, comme on peut encore avoir le désir de l'être, et peut-être 2 fois, 3 fois. Tu me diras stop quand tu veux. Non, mais je vais dire un truc. Non, mais vas-y, mais dis ce que tu veux. Non, mais je vais dire ce que je veux, comme d'habitude, Laurent, mais oui. Mais ça va pas plaire à... Eh bien, écoute, tant mieux. Moi, s'il y avait pas la contrainte, c'est horrible ce que je vais dire, mais je le pense, waouh. S'il n'y avait pas les contraintes de la prise de poids, de la surcharge mentale, du fait de plus pouvoir travailler quotidiennement, tout ce que ça engendre, je ferais 12 gosses. J'en fais 12. Vraiment. Bon, oui. J'adore les enfants. J'adore qu'il y ait de la vie à la maison. J'adore tout ça. Sauf qu'il faut se parler français au quotidien. Il faut arrêter de s'inventer une vie. Moi, celles qui font des stories tous les jours où c'est des mamans parfaites, où tout se passe bien, où tout est parfait, où tout le monde... Je trouve ça génial, hein. Et si elles y arrivent, c'est super. Moi, je n'y arrive pas. Voilà. Moi, je peux pas. C'est pour ça que j'en ai fait un. J'essaie de faire les choses bien. Et donc, j'ai mon fils, j'ai ma belle-fille, et j'ai ma vie. Et c'est déjà beaucoup de travail. Moi, faire des enfants pour faire des enfants. Mais l'envie d'être maman à nouveau, oui. Mais tout ce que ça engendre derrière, c'est pas évident. Il faut prendre en considération parce que faire un enfant, c'est super, c'est beau, c'est une preuve d'amour, tout ça. Oui, c'est romantique, c'est génial quand on le raconte comme ça sur le papier. Mais en pratique, c'est pas la même chose. Quand t'es enceinte pendant 9 mois. Après, il y a post-grossesse, il y a le fait de l'allaiter, pas l'allaiter, de s'occuper, de se lever la nuit. Donc, tu remets ta vie entre parenthèses, ta vie est professionnelle et ta vie de femme. Et tout ça. Et ça, on le raconte pas. Hein. On voit que des belles vidéos de oui, je viens d'accoucher, je fais un beau... C'est pas la réalité de la vie. Il faut arrêter de vendre aux gens que la maternité, que la grossesse et que l'accouchement est un truc mignon et extraordinaire. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a rien d'extraordinaire à l'accouchement et à la grossesse. Le seul truc extraordinaire qu'il y a, c'est l'arrivée d'un nouvel être formidable et d'un bébé. Mais tout ce qui se passe avant est loin d'être extraordinaire. Il faut se dire les choses. Et je pense que les gens... je pense que les femmes ont peur de le dire, parce que c'est un peu tabou. Mais je pense que si on questionnait plusieurs femmes... Elles peuvent se reconnaître dans tes propos. Mais je pense qu'elles vont toutes se reconnaître si elles sont pas un peu mythos sur les bords. Il y a rien de fou à la grossesse, il y a rien de fou à l'accouchement. Ce qui est beau, c'est le moment où l'enfant arrive et tout ce qui se passe après. Mais avant, je sais pas, moi, celle qui me dit j'ai adoré accoucher, c'était génial. Je sais pas, je pense pas. Si ce n'est que le moment où effectivement on te pose ton bébé sur toi, et ça, y a pas de débat. Mais tout l'avant, c'est dur, la grossesse. De porter la vie en soi, c'est très dur. Toutes les contraintes physiologiques, morales, psychiques, physiques que ça engendre, c'est pas une partie de plaisir. Mais ton témoignage a de l'importance puisque certaines femmes peuvent se reconnaître. Mais je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui vont se reconnaître. Et puis surtout que tu as été maman, donc tu sais de quoi tu parles. Eh bien, ça tombe bien, on va parler aussi d'un autre sujet. Et tu vas savoir de quoi parler puisqu'on va parler maintenant de la notoriété et de ses impacts. Comment la notoriété, justement, a-t-elle transformé ta vision de toi-même, Ayem, et également de ta vie privée? Ma vie privée, déjà, ça a été très compliqué parce que j'ai un peu cessé d'en avoir, ou si ce n'est que de vouloir garder le peu qui me restait. Oui. Et même quand j'essayais de garder ma vie privée, on me shootait à mon insu, et tu le sais. On a adoré parler de ma vie privée à mon insu. Non, mais la notoriété, je pense même à toutes ces jeunes femmes aujourd'hui que je vois beaucoup sur les réseaux, oui, qui ont aussi une notoriété... parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux, elles deviennent très connues, que ce soit sur YouTube, sur TikTok, ça devient des vraies stars. Pour un certain public. Ouais. Et pour une durée plus ou moins longue.
T'es devenu très vite connu et d'une façon considérable, puisque bon, Secret Story sur TF1, autant vous dire que c'est des millions de téléspectateurs. Oui, c'est vrai. Et les réseaux sociaux, c'était bon voilà, c'était encore un peu confidentiel. Alors, ma vision de moi-même, je vais pas mentir, ça m'a apporté une certaine confiance en moi. La célébrité m'a apporté une certaine confiance en moi parce que je n'avais pas conscience d'être de générer autant de réactions auprès des gens. Moi, je venais d'un milieu modeste, j'avais ma petite vie à Lyon, je travaillais, je faisais mes études et je travaillais en parallèle, donc je n'avais pas forcément conscience de l'influence que j'allais avoir. Moi, quand je fais Secret Story à l'époque, je me dis, il y a eu 15 000 nanas avant moi, plus jolies les unes que les autres. J'avais pas connaissance de ça. C'est vrai que ça m'a apporté une certaine confiance en moi, qui s'est un peu étiolée avec le temps, je dois l'admettre, avec la prise de poids, avec les critiques, avec l'acharnement des réseaux. Parce que l'acharnement des réseaux fait beaucoup de mal, hein. On a tendance à négliger ça, mais moi je le vois même avec... Ça t'a impacté beaucoup. Non, mais l'acharnement des réseaux sociaux impacte tout le monde, c'est insupportable. Un peu moins la nouvelle génération. Oh non, mais cette déferlante de haine sur les réseaux sociaux constamment, dès que tu postes un truc, qui que tu sois, hein, que tu sois une maquilleuse, une coiffeuse, une animatrice, une actrice, cette déferlante de haine qu'il y a sur les réseaux sociaux, cette liberté de parole où les gens peuvent t'insulter. Alors moi, j'ai un truc que j'adore faire, moi je suis une grande bloqueuse. Moi je bloque, j'en ai rien à... Parce que tu sais, quand tu bloques quelqu'un, tu perds un abonné, du coup, oui. tu le bloques. J'en ai rien à faire. Moi, je préfère avoir peu d'abonnés, mais que des gens qui m'aiment. C'est ma communauté, c'est des gens qui m'aiment, qui aiment ce que je partage. Et ça s'arrête là. Moi, j'en ai rien à faire d'avoir 6 millions, 12 millions. C'est pas mon problème, c'est pas mon dos. Moi, ce que je veux, c'est que ma communauté, c'est ma communauté. C'est pas des trucs fake que j'achète, comme font beaucoup. On le sait. Ça, c'est sûr qu'on le sait. Voilà. C'est pas des gens que je vais garder, parce que je veux pas tout ça, moi. Moi, je veux ma communauté à moi. Je poste mes petits trucs tranquilles. Ils sont contents, c'est ma communauté depuis 15 ans et ça se passe très bien comme ça. Mais oui, donc ça m'a donné une certaine confiance en moi jusqu'à l'arrivée de ces réseaux sociaux où tout le monde avait pignon sur rue pour insulter tout le monde. Ça m'a fait beaucoup de mal. Et en ce qui concerne ma vie privée, j'ai essayé de garder un peu privé ce que je pouvais. Et c'était compliqué. Et c'était compliqué parce que les médias, et tu le sais, avaient un certain intérêt sans aucune prétention pour moi et pour ma vie privée que je gardais privée. Comme j'étais beaucoup mystérieuse sur ma vie privée, du coup, ça intéressait. C'est sûr que quand t'as une nana qui montre sa vie toute la journée sur les réseaux, et ce n'est pas un jugement, hein. Moi, je trouve ça génial, celles qui font ça bien. Mais comme moi, je ne donnais pas ça, ils ont voulu rentrer dans ma vie. Ayem, quelle émotion as-tu ressenti en animant la dernière émission de Énergie 12, une chaîne qui, effectivement, a marqué une grande partie de ta carrière? Ouais, beaucoup d'émotions pour moi, cette dernière d'Énergie 12. J'ai été très flattée et très honorée que la chaîne, que le groupe, et que la chaîne, et que Monsieur Baudecroux, toutes les équipes, Céline, Stéphane, toutes les équipes d'Énergie me confient cette fermeture. C'est une grosse responsabilité quand même, sachant que je n'étais pas à l'antenne depuis plusieurs années. J'ai été très flattée et très honorée qu'ils me confient cette fermeture d'une chaîne qui était émotionnellement parlant très émouvante et puis ça a été un gros tournage, hein. On a tourné toute la journée, mes équipes s'en souviennent encore. On est arrivé à 9h du matin, ça va, non, à 9h du matin on est arrivé 9h du matin, je crois qu'on est parti à 20h. Je crois qu'on est parti à 20h, on n'a pas arrêté. Très flattée, beaucoup d'émotions, heureuse de retrouver toutes les équipes. J'ai eu le sentiment que la boucle était bouclée, comme dirait l'autre. Tu sais, pour moi, de me confier la fermeture de la dernière émission, les dernières minutes de la chaîne. Tu sais, quand je vois l'émission, quand j'ai regardé l'émission le 28 février, oui, c'est le 28 février, oui, c'est ça, et que la chaîne s'est éteinte, je me suis dit, waouh, quelle responsabilité ils m'ont donné quand même de me confier ces derniers moments. Donc très flattée, beaucoup d'émotions, beaucoup de reconnaissance, beaucoup de gratitude. Je les remercie vraiment du fond du cœur de m'avoir fait confiance, de m'avoir laissé ça, d'avoir laissé ça entre mes mains. Ils m'ont laissé une totale liberté, carte blanche sur tout ce que j'avais envie de dire, sur tout ce que je voulais faire. Ils ont été géniaux, comme ils l'ont toujours été avec moi. Moi, avec le groupe Énergie, c'est une grande histoire d'amour, hein. Ça a toujours été... Moi, tu sais, même la personne qui me met mon micro, je les aime tous parce que ils m'ont toujours laissé être
celle que je voulais être. Et je les aime pour ça. Vous avez beaucoup pleuré dès que effectivement la chaîne était éteinte. Ouais. Était éteinte pour nous les téléspectateurs. Ouais, on a beaucoup pleuré pendant le tournage, avant, après. Et puis même maintenant, hein, c'est triste. C'est beaucoup de nostalgie, de tous se retrouver, de revoir les images. Et puis il y avait Nabila qui était présente, qui a fait le déplacement avec son mari et ses enfants. Thomas. Ouais. Et puis c'était aussi un moment particulier puisqu'on a beaucoup parlé de la fermeture de C8 et à juste titre, mais très peu de la fermeture d'Énergie 12. Même si effectivement les fidèles d'Énergie 12 se sont manifestés parce que c'est un groupe important, mais n'empêche que on en a très très peu parlé. Mais je pense qu'Énergie 12 c'est comme moi. C'est-à-dire ils sont pas traités à leur juste valeur. Tu aimerais animer quel genre d'émission IM aujourd'hui, avec toute l'expérience que tu as, le recul que tu as et l'hypersensibilité que tu as? Moi, j'aimerais un truc qui corresponde à tout ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que j'adorerais avoir une espèce de grande table ovale avec plein d'invités, et que moi, on est en train de dîner et il y a des caméras et on discute librement. Tu vois, une espèce de truc à l'époque. Ardisson l'a fait. Un truc un peu similaire, tu vois, mais un truc vraiment authentique, comme je peux le faire quand on est là ensemble avant le tournage. C'est ça, absolument. Un truc où je suis nature peinture, où je suis là, où on dîne, où on rigole, où on boit un verre, où on discute. Et ce projet, il est dans ta tête ou il est déjà un petit peu... J'y travaille. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. J'y travaille. Oui. Je travaille sur ça, je travaille sur d'autres choses aussi. Mais oui, j'y travaille. Un retour en tant qu'animatrice d'IM à la télévision, c'est possible. C'est probable. Ça sent plutôt bon. Ça sent pas trop mauvais. C'est vrai. Chez Énergie ou un autre groupe? J'adorerais chez Énergie. Chérie 25. J'adorais. Monsieur Baudecroux, vous n'entendez que ma voix. Vos paupières sont de plus en plus lourdes. Sortez le contrat. IM sur Chérie 25, c'est un succès garanti. Des femmes, des hommes autour de cette table ou que des femmes? Non, des femmes. Parce que Chérie 25, c'est très non, féminin. Des femmes et des hommes. Moi, j'aime l'équilibre. Ouais. Tout est une question d'équilibre. Et quel serait le titre de cette émission? Ah, c'est une bonne question. Ouais. Est-ce qu'on s'enverrait pas sur un IM enchanté? Quel message souhaiterais-tu adresser à tous ceux et toutes celles qui te soutiennent ou peut-être te découvrent d'une façon différente suite à cet entretien en regardant cette caméra? Tu t'adresses directement à eux. Alors déjà, ce que je voudrais dire, c'est que c'est très rare pour moi de me livrer de cette manière, et je le fais parce que c'est toi, Laurent, vraiment, sans vouloir encenser Laurent. Il faut savoir que c'est quelqu'un avec qui j'ai fait mes premières interviews il y a maintenant presque 12 ans. 14 ans. 14 ans. La première à Lyon sur Radio Espace. Voilà. Nous sommes originaires de Lyon. Exactement. Si je devais dire quelque chose de mon expérience de vie, quelle qu'elle soit professionnelle, ou qu'elle soit amoureuse, ou qu'elle soit publique, je dirais que la chose qui m'a le plus réconfortée et sauvée dans ma vie, ça a toujours été, et je sais que ça va paraître égoïste, mais je vais le dire, ça a été l'amour-propre. L'amour-propre qui est le plus fidèle. Pourquoi? Parce que de l'amour-propre découle tout le reste. Quand on apprend à s'aimer, à s'accepter, que ce soit autant dans son corps, pour celles qui ont des problèmes de poids, comme ça a été mon cas, pour celles qui ont des problèmes de couple, comme ça a été mon cas, pour celles qui ont des conflits conjugaux, comme ça a été mon cas, pour celles qui ont des manques de confiance en elles, comme ça a été mon cas aussi. Bref, je pourrais énumérer plein de problèmes que nous, les femmes, ou que nous, êtres humains, pour généraliser, pouvons avoir. Je pense que d'apprendre à s'aimer soi-même facilite beaucoup de choses. Quand on ne s'aime pas soi-même, on a tendance à s'en prendre aux autres. Et c'est ce qui fait d'ailleurs le problème qu'il y a beaucoup sur les réseaux, c'est qu'on a tendance à juger les autres. Souvent, quand on n'aime pas quelque chose chez quelqu'un, c'est quelque chose qui reflète en nous, tu vois ce que je veux dire? Moi, par exemple, j'ai eu beaucoup de problèmes avec les filles pendant longtemps. Les filles ne m'aimaient pas, étaient jalouses de moi, ou méchantes, et je ne comprenais pas pourquoi.
Alors que moi, j'ai jamais été jalouse des autres filles. Moi, j'ai beaucoup d'amis, beaucoup de copines, et j'aime qu'elles soient belles, qu'elles soient. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je fais partie de ces nanas, et d'ailleurs, toutes les femmes qui travaillent avec moi aujourd'hui, on est là pour se rendre plus belles les unes que les autres. Parce que moi, si la couronne de ma sœur, elle est décalée, je veux lui replacer, je veux lui remettre droite sa couronne, et ça va pas m'empêcher moi-même d'être une reine. Et je pense que quand on s'aime soi-même, ça nous permet de donner le meilleur de nous-mêmes aux autres. Donc, si je devais dire un truc à la caméra, c'est l'amour-propre est le plus fidèle. Aimez-vous, acceptez-vous, et ce sera le meilleur moyen de donner le meilleur de vous aux autres. Au moment où nous partageons cette conversation, es-tu une femme amoureuse? Moi qui parle jamais de ça, mais toi tu t'arrêteras donc jamais, toi. Je suis insensible. Mais tu t'arrêteras. Un hypersensible. Je suis très 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 amoureuse. Mais quand je donne tout et que je suis très amoureuse comme je le suis, et ce qui est très rare, forcément c'est un petit peu complexe. Parce que je suis une femme complexe, et parce que forcément l'homme que j'ai choisi est aussi un peu complexe. Donc on s'aime très fort, je peux pas parler en son nom, mais en tout cas moi je l'aime très fort. Mais forcément, c'est pas un long fleuve tranquille, c'est pas linéaire. C'est très intense, comme l'amour que je lui porte. Donc oui, amoureuse, oui. Facile, c'est pas facile, mais très amoureuse, oui. Merci. Et c'est la première fois. Et c'est la première fois que... Je vais te dire une folie, là. Vas-y. Alors là, c'est un scoop, hein. Alors là, vraiment, ce que je vais te dire, c'est en exclu pour toi. J'ai jamais dit ça de ma vie, depuis toute ma notoriété, hein. C'est la première fois de ma vie que je me remets en question en me disant, Ayam, fais les efforts nécessaires, modifie certaines choses, parce que tu veux finir le plus longtemps possible avec lui. C'est la première fois que je suis prête à ça. Avant, j'étais très brute de pomme, hein. Tu me connais, j'étais très volcanique, c'est comme ça, c'est pas autrement. Par exemple, avec le papa de mon fils, et je l'accable de plein de choses, mais je dois aussi reconnaître ça, j'étais comme ça, et c'était pas autrement, et je ne voulais pas en démordre. Et là, c'est la première fois où je me dis, peut-être que là, tu devrais t'excuser, peut-être que là, c'est la première fois. Ayem, ma toute dernière question, j'aimerais que tu passes un message, cette fois-ci, à Dieu. Waouh. Quel serait le message que tu passerais à Dieu, que tu souhaites lui transmettre? Pourquoi tu fais ça? Je commencerai par pardon. Waouh, là, t'es parti sur un truc, Laurent. Tu vois, Tu en as beaucoup parlé. Je lui dirais pardon. Pardon de ne pas être à la hauteur de tout ce que tu me donnes, de tout ce que tu as fait et fait pour moi. Bien que ma foi soit inébranlable et bien que mon meilleur et mon plus beau refuge soit lui, pardon de ne pas être à la hauteur de la reconnaissance de tout ça, parce que je ne suis pas à la hauteur de la reconnaissance de tout ça. Je lui demanderais de m'aider à me rapprocher le plus possible de lui, parce qu'il a toujours été là pour moi, et que malgré mon manque de pratique et de reconnaissance, bien que on ne soit pas obligé de justifier sa foi par la pratique, mais pour moi c'est quand même important, parce que tu sais, pour moi, je pense que dans la vie, on peut dire qu'on a la foi, mais tu sais, c'est comme si je te dis je t'aime tous les jours et que je te le montre pas. J'ai ce sentiment-là avec Dieu, de lui dire tous les jours je t'aime, je crois en toi, mais de pas lui prouver. Et c'est très dur pour moi, parce que je suis dans un milieu aussi, qui n'est pas forcément en adéquation avec ce que j'aimerais faire parfois, même dans une société, même dans un pays parce qu'aujourd'hui, de se couvrir est devenu bizarre quand on est... Je ne juge pas les filles qui se dénudent, je suis la première à mettre des décolletés, c'est pas le débat, mais je trouve que ma religion, et je sais que je vais encore m'attirer des foudres en disant ça, mais je le pense et je l'assume. Je trouve que ma religion, elle est mal jugée, mal traitée, parce qu'aujourd'hui, dès qu'on a envie d'être un peu pudique et d'être couverte, on nous juge mal. Je parle pas de moi, là, pour le coup, je parle de
toutes mes sœurs que j'aime qui veulent se couvrir, que ce soit même dans la religion du judaïsme ou de l'islam, dès qu'on est couverte, on veut nous juger, on nous embête. Alors que dès qu'on veut vendre un yaourt et qu'on est en string, ça dérange personne. Et je n'ai rien, ni contre l'un, ni contre l'autre. Je trouve juste que ma religion est mal jugée. Donc là, je me suis éparpillée encore une fois, mais si je devais dire un truc à Dieu, c'est pardon et aide-moi à me rapprocher plus de toi, encore et encore. Et merci. Ouais, pardon, aide-moi et merci. Merci pour tout. Merci de toujours... C'est-à-dire que tout ce qui a pu m'arriver dans la vie, je sais que c'est des leçons et d'apprentissage qu'il m'a donné. Parce que moi aussi, parfois, j'ai fait des choses pas correctes vis-à-vis de certaines personnes. Parfois, j'ai manqué... comme tout être humain, tu sais, on n'est pas toujours parfait. Et moi, toutes les épreuves que j'ai eues, je sais que c'est Dieu qui a voulu me dire « Ah, tu vois, regarde, si toi, ça t'arrive, comment ça se passe ?» Donc, j'ai pris tout ça pour un apprentissage. Et voilà, si je devais dire un truc, ce serait « Pardon, aide-moi encore plus à me rapprocher de toi et merci. » C'est des larmes de pardon que tes larmes, Ayem. Et je vais à mon tour te dire merci, Ayem. Porte-toi bien, Ayem. Apprenez à la découvrir différemment à travers effectivement cet ouvrage, Toute celle que je suis, mais également au-delà de l'ouvrage, au-delà des réseaux sociaux, au-delà d'Ayem. Si vous percevez son hypersensibilité, vous allez connaître la vraie Ayem. Et je disais que tu es le seul qui me fait pleurer en interview, parce que j'ai une grosse carapace, et tu le sais. Je me suis forgé une grosse carapace pendant toutes ces années, qui m'a beaucoup servi d'ailleurs, vu toute la méchanceté qu'il y a. Et que t'es le seul qui me fait pleurer en interview. Hein. 3 interviews avec toi, 3 fois je pleure, alors que normalement je ne pleure pas en interview. Pardon ? Non, c'est pas grave. C'est juste qu'avec toi, c'est toujours authentique et tout, et je m'attendais pas à ce que tu me parles de ça. Mais c'est pas grave. Ça fait partie aussi de toute celle que je suis. J'ai aussi un cœur. Ça existe. Qui es-tu vraiment, Ayem ? Vous avez la réponse. Sensible, hypersensible. Ayem, tout simplement. Ayem, on t'aime. Ayem, porte-toi bien. Ayem, sois intensément heureuse. C'est tout pour le moment. À tout bientôt. Merci Laurent. Merci Ayem.